Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de la série de présentation générale de la plateforme Google Cloud, série de vidéos notamment consacrée ou permettant de préparer la certification Google Cloud Digital Leader. Dans cette vidéo, je vais vous parler des composants les plus importants qu'on peut avoir dans le réseau, dans GCP, hein, et donc il faut connaître pour passer l'examen. Donc, pas de réseau, pas de cloud, ça c'est toujours le vieil adage qui est vrai, hein. Le premier élément auquel on est confronté quand on va commencer à faire du réseau dans GCP, c'est la notion de VPC, de Virtual Private Cloud. Donc le Virtual Private Cloud, donc ça va être un réseau virtuel qui va être isolé entre projets, hein, au sein d'un projet. Et donc c'est une section logique isolée du réseau global de Google. Donc Google a son propre réseau, on va dire, physique, et puis ensuite par-dessus tout ça, on va avoir de la virtualisation de réseau, hein, et donc chaque client va pouvoir créer ses VPC, hein, et être isolé des autres clients. Donc, je le dis, un VPC est une section qui est isolée, qui est indépendante. Néanmoins, on va pouvoir interconnecter des VPC, donc les interconnecter au travers, donc si vous avez plusieurs VPC, vous allez donc pouvoir faire ce qu'on appelle du peering. Et donc dans du peering, en fait, ça va vous permettre simplement de communiquer entre deux VPC. Je rappelle que les VPC sont constitués, donc sont des réseaux, donc dans lesquels vous allez définir vos adresses IP. Donc utiliser des ranges CIDR tout à fait classiques. Alors là je parle du monde IPv4, mais on peut mettre également de l'IPv6. Vous avez le détail des ranges qui sont valides, en général les plans d'adressage privés, donc vous avez les différentes RFC qui correspondent derrière. Et donc chacun de ces VPC va contenir un ou plusieurs sous-réseaux, subnets. Et donc il existe différents types de subnets, on va en reparler tout à l'heure, mais vous avez les subnets de type public qui peuvent être à l'internet, privés qui ne peuvent pas, et les proxys qui vont être utilisés pour notamment pour les load balancers de type Envoy, on en reparlera plus tard. Donc vous définissez votre plan, vos CIDR, vos ranges d'adresse IP pour l'ensemble du VPC, et ensuite vous découpez tout ça dans les subnets, tout simplement. Donc c'est important d'avoir au moins un subnet, et puis après vous pouvez faire effectivement de la segmentation. Donc comme je vous l'ai dit, en termes de subnet, il y a des subnets qu'on peut avoir en simple IPv4, hein, donc une seule stack, et puis on peut également avoir des subnets qui vont avoir les doubles stacks IPv4 et IPv6. On a des subnets, donc du coup, il y en a du réseau, donc il va nous falloir du filtrage, et donc il existe des règles de pare-feu liées au VPC, qui vont donc du coup permettre à l'administrateur d'autoriser, ou à contrariori, de refuser des connexions vers ou depuis des instances de VM qui sont dans un VPC. Les VPC firewall rules peuvent s'appliquer sur un projet donné et un réseau, et ce sont des règles qui sont stateful. Là encore, ça vaut le coup de lire un tout petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est les bonnes pratiques, effectivement. On va implémenter un principe de moins de privilèges, c'est-à-dire bloquer le trafic par défaut, autoriser ce qui est nécessaire, utiliser des règles d'autorisation ou les restreindre pour des machines spécifiques, notamment en utilisant les comptes de service, et activer effectivement le login pour utiliser les insights pour savoir effectivement ce qui se passe. Alors attention, hein, le login peut coûter de l'argent si on a beaucoup de flux et beaucoup de journaux d'événements qui sont générés. Donc voilà, chaque VPC
fonctionne un petit peu comme un firewall distribué, hein, et donc on va pouvoir utiliser ces règles pour assurer le filtrage au sein des VPC. On reste ici sur du filtrage qui est bas niveau, hein, on est sur du filtrage niveau 3-4. Pour du filtrage plus évolué, on va voir d'autres services juste après. Il est possible d'installer un service qui s'appelle le CloudNAT, qui sera une passerelle faisant une translation d'adresse, ce qui permettra à des ressources qui n'ont pas directement une adresse IP publique de ressortir sur l'Internet au travers d'une IP qui est connue. Donc on aura forcément donc du source NAT et du destination NAT pour le flux qui va revenir en retour de la requête. Ensuite, si on a des subnets de type privé qui ne peuvent pas atteindre l'Internet, c'est peut-être parce qu'en fait on a mis des workloads dans le cloud public, mais que ces workloads travaillent directement avec un environnement à demeure dans un data center et que du coup il n'y a pas lieu d'avoir une communication publique. Du coup, si on a une interconnexion avec un environnement à demeure, donc un ou plusieurs data centers de l'organisation, il y a deux moyens d'interconnecter un environnement à demeure avec un VPC. C'est soit de passer par CloudVPN, qui vous l'aurez compris est une plateforme de Virtual Private Network, où en fait on va avoir des tunnels IPsec qui vont être établis avec des équipements qui sont sur site. Il existe plusieurs SKU, plusieurs niveaux de services entre guillemets pour ce Cloud VPN. On peut avoir la version classique ou la version à haute disponibilité, auquel cas du côté cloud on va avoir effectivement plusieurs instances disponibles. Il faudra également avoir plusieurs instances disponibles à demeure si on veut assurer une complète haute disponibilité. Donc Cloud VPN, c'est un service qui va du coup permettre de sécuriser les communications entre l'environnement à demeure et le VPC côté Google Cloud. Alors au passage, ça pourrait marcher également le Cloud VPN avec d'autres fournisseurs de cloud pour connecter soit un VPC côté AWS, soit connecter un virtual network du côté Azure, là encore en utilisant les services de VPN du côté des autres fournisseurs de cloud. Donc ça c'est la première solution, donc on a un VPN qui va passer par le cloud public, hein, par l'internet. La deuxième option qui risque d'être intéressante pour des organisations qui font une adoption plus massive et qui ont besoin de plus de bandes passantes ou de connexions simplement privatives, c'est Cloud Interconnect. Cloud Interconnect, il existe deux offres, soit l'offre dédiée, soit une offre au travers de partenaires. Et dans du Cloud Interconnect, on va avoir une connexion privative, soit directement avec le réseau directement connecté avec Google. Donc là, c'est pour le coup, vous interconnectez votre environnement direct avec Google, soit vous passez par un partenaire, et ce partenaire sera un telco, un point d'échange ou un partenaire du type MPLS typiquement. Voilà. Donc, si on regarde les services partenaires, voilà. Donc, les providers qui vont vous permettre ces différentes interconnexions, vous allez après les avoir effectivement classés par ville. On va chercher la France par exemple. Paris peut-être. Voilà. Eh bien, vous allez retrouver l'ensemble de ceux qui peuvent faire l'interconnexion et qui ont des points de connexion avec le cloud Google. Voilà, tout simplement. Donc deux options à retenir sur Interconnect, l'option dédiée ou l'option partenaire. Et donc là, on est vraiment sur une connexion qui est privative, ne passant pas par l'Internet public. On peut avoir des adresses IP externes côté Google Cloud. Elles vont prendre il y en aura de deux types. Soit c'est des adresses éphémères, soit vous voulez garder l'adresse parce que vous l'avez référencée dans un DNS ou autre, ou dans des règles de firewall. Et dans ce cas-là, vous pouvez passer par une option statique. Donc ces adresses IP, elles seront réservées, effectivement, les statiques, pour les instances de machines virtuelles. Et donc voilà, si on veut passer par une adresse IP, il faudra d'abord réserver une adresse et ensuite y passer. On peut également réserver des adresses internes au passage.
Quand on va avoir des environnements avec plusieurs machines virtuelles ou des clusters, on va avoir besoin d'équilibrage de charge réseau, hein. Et donc, c'est ici que va intervenir le Cloud Load Balancing, la notion de Load Balancing. Et en fait, il y a deux types de Load Balancing. Soit vous avez un Load Balancing qui va traiter les paquets dans des couches basses, donc des Network Load Balancers. Donc on est plutôt sur des couches niveau 3 ou 4. Et là, l'idée, c'est effectivement de load balancer le trafic vers des backends qui sont soit dans la même région, soit sur plusieurs régions. Donc là, il y aura une option de pass-through load balancer ou de proxy network load balancer, donc un reverse proxy. Et donc globalement, les clients vont arriver, hop, vont terminer le SSL ici et vont ensuite renvoyer le tout vers le backend. Quant au pass-through, l'idée c'est on rentre, le load balancer vous fait rentrer, vous envoie jusqu'au backend, et après la réponse c'est une réponse directe qui ne repasse pas par load balancer. Pas certain qu'il y ait des questions aussi détaillées dans la certification, mais voilà. Pour la partie applicative, on peut avoir des load balancers qui vont faire des proxys niveau 7. Et donc là, ça va être effectivement un load balancing basé sur HTTP, HTTPS. Et là, le service s'appellera Application Load Balancer. Donc, globalement, en gros, on est sur de la partie réseau, Network Load Balancer, Application Load Balancer. Et là, effectivement, vous avez ce service-là qui va vous faire le reverse proxy et qui va vous renvoyer le tout vers des backends de type, là encore, Compute Engine, Kubernetes, Cloud Storage ou Cloud Run. Donc en termes de load balancing, retenez effectivement les deux options possibles. Traffic redirector, lui aussi va être un type de load balancing, mais un load balancing global entre clusters qui va utiliser en fait un service mesh. Et donc là, pour le coup, on va avoir une granularité et un contrôle sur le trafic qui sera beaucoup plus riche, hein, avec des stratégies derrière assez fines. Donc c'est ici un service mesh, c'est basé sur du service mesh et c'est managé. Et là encore, vous allez pouvoir load balancer globalement entre des clusters ou des instances de VM dans plusieurs régions, pouvoir faire de l'offloading et faire du contrôle avancé sur le trafic qui est derrière. Cloud Armor, lui, va servir de solution de protection contre les attaques de déni de service distribués. Donc ça, c'est une première protection contre la partie flooding, donc déni de service. Et un deuxième niveau de protection qui est un WAF, un Web Application Firewall, donc un reverse proxy capable d'analyser les flux derrière et donc de bloquer les attaques web sur des URL. Donc il va disposer Cloud Armor du coup d'un ensemble de règles prédéfinies, alors prédéfinies en se basant sur le WASP en fait. Voilà. Donc le WASP en fait c'est un organisme qui définit une organisation qui définit les attaques les plus classiques, les plus courantes, ou qui les répertorie plutôt, en termes de web. Donc ça va aller du cross-site scripting aux injections SQL. Ils font un top 10 chaque année, donc vous cherchez top 10 WASP dans Google et vous trouverez. Et donc ce WAF est directement préconfiguré avec des règles derrière. Il y a deux tiers qui existent, le standard et le Managed Protection Plus. Donc la différence, donc le standard est en mode pay-as-you-go, voilà, et le Protection Plus, lui, il va partir directement avec un tarif d'entrée minimum qui est beaucoup plus cher et qui va faire un peu plus de choses. Donc dans le standard, vraiment, on va payer chacun on va payer à la consommation, entre guillemets, du service. Alors que dans le Managed Protection, ça va être des bundles et ça va être inclus. Et il y a un engagement également d'1 an. Voilà. Cloud CDN porte bien son nom, c'est un Content Delivery Network, ça permet de ramener la donnée de type image,
média au plus proche de l'utilisateur. Cloud DNS est un service qui va permettre de gérer du DNS à 2 titres. L'enregistrement en tant que registrar pour enregistrer des noms de domaine et ensuite gérer ces noms de domaine, donc gérer les zones des noms de domaine associés. Le service est distribué sur l'ensemble des data centers de Google. Il est hautement résilient à faible latence. Pour le coup, Google sait à peu près faire du DNS, ça, il n'y a pas de débat sur le sujet. Cloud Router va permettre en fait de faire, quand vous allez avoir des environnements avec beaucoup de VPC interconnectés, et l'interconnexion notamment avec du Cloud VPN ou du Cloud Interconnect avec des environnements à demeure où là encore il peut y avoir des réseaux compliqués. L'idée de Cloud Router en fait c'est de servir et d'échanger les routes entre les VPC et les environnements à demeure en utilisant le protocole BGP. Network Intelligence Center va servir en tant que console unifiée pour monitorer, faire l'observabilité, le dépannage et l'optimisation de la partie réseau. Donc du coup, observabilité, ça veut dire qu'il va y avoir la remontée de la télémétrie réseau. Et donc notamment, vous aurez la capacité de suivre l'ensemble des flux, réseau. Attention, ça peut vite faire beaucoup de choses. Donc là encore, en fonction de la volumétrie, plus vous allez enregistrer, plus ça va consommer de ressources et avoir un coût. En termes de network service tiers, donc il y en a 2, le standard versus le premium. Et donc ça, l'idée, c'est d'optimiser la connectivité entre des choses qui sont sur Internet et les instances Google. Donc quand on est en premium, le trafic va passer en priorité dans le backbone de Google, alors que le standard, lui, va utiliser le chemin classique IP au travers des réseaux des fournisseurs Internet. Donc là encore, ça dépend de la connectivité que vous voulez avoir entre vos services Google et des choses qui sont sur Internet. Alors des choses, ça peut être d'autres serveurs, ou ça peut être des utilisateurs qui vont se connecter. Voilà. Donc l'idée là, c'est d'optimiser en gros le trafic et les sauts et le routage qui est fait entre le client et les instances côté Google. Donc standard. Donc l'option standard, c'est pour effectivement, donc c'est celle de base, c'est celle qui est optimisée en coût, celle qui coûte le moins cher. L'option tiers, c'est celle donc la premium, ce sera celle qui sera optimisée pour la performance, et donc c'est celle qui sera routée au travers du trafic de Google, et donc parce que ça passe par le réseau de Google interne, eh bien ce sera facturé, et donc ce sera plus cher. Dernière chose, le Private Google Access va permettre en fait d'autoriser en fait à se connecter à aux API de Google avec des adresses IP internes et donc sans passer par les endpoints publics. Eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses sur la partie réseau. C'est important de savoir à quoi servent chacun des services. Sans aller dans le détail, parce que, comme je l'ai dit, pour la certification Cloud Digital Leader, ça reste une certification de démarrage où le but est d'avoir une vue d'ensemble. Mais refaites bien une base. Le plus important, bien entendu, le point de départ, c'est le VPC. Et ensuite, tout vient se greffer derrière avec le VPC. Et ensuite, en moyen mnémotechnique, rassembler finalement les différents services par rapport à leur usage. Il y a des services d'interconnexion, Cloud VPN, ou Cloud Interconnect, des services de sécurité, Cloud Armor notamment, les services de load balancing, globaux ou localisés, réseau ou applicatifs, les services de monitoring, et après des services d'optimisation derrière, en termes de trafic réseau. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez retrouver l'ensemble des autres vidéos directement dans le lien qui est dans la description, et vous retrouverez également le lien de la mind map dans la description de cette vidéo. Merci et au revoir.